L'Assemblée va à présent entendre une allocation de son Excellence, M. Jeremiah Almeye, Premier ministre des îles Salomon. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Madame la Présidente, je souhaiterais vous transmettre à vous et à tous les membres de cette auguste Assemblée les chaleureuses salutations du gouvernement et de la population des îles Heureuses. Nous vous félicitons, Madame la Présidente, à l'occasion de votre prise de fonction à la tête de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je souhaiterais également féliciter votre prédécesseur, son Excellence, M. Philémon Yang, pour sa direction extraordinaire de la 79e session de l'Assemblée générale. Les îles Salomon remercient également le secrétaire général des Nations unies pour son courage et pour sa force en défendant le multilatéralisme. Alors que nous nous réunissons sous le thème de Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, je me souviens des mots prononcés par Jan Eliasson, et je le cite. « Il n'y a pas de paix sans développement. Il n'y a pas de développement sans paix. Et il n'y a ni l'un ni l'autre sans le respect des droits de l'homme. » Fin de citation. Ces mots illustrent l'essentiel et l'essence même de notre voyage depuis 8 décennies. Nous commémorons notre victoire collective en tant qu'humanité, lorsque nous avons choisi l'unité plutôt que la division, la coopération plutôt que le conflit et la justice plutôt que l'indifférence. Il y a 80 ans, après la Seconde Guerre mondiale, le monde a décidé de construire plutôt que de détruire. La Charte des Nations unies est un pacte d'espoir, de paix et de progrès. Elle se base sur le principe de l'égalité souveraine. Un pays, un vote, une voix. Les Nations unies sont passées de 51 États membres à 193, en devenant un moteur pour le développement, les droits de l'homme et l'appui humanitaire, en donnant une voix aux plus vulnérables et en servant de source d'inspiration pour le progrès et la prospérité mondiale. C'est l'héritage des Nations unies. Un héritage qui devrait être chéri, mais aussi qui devrait être développé avec un sens d'un objectif et avec vigueur. Nous vivons, mesdames et messieurs, un moment de grande incertitude caractérisé par des conflits qui s'aggravent, des agressions armées, des inégalités croissantes et le mépris total du droit international, l'érosion des principes de la Charte des Nations unies, le retour de l'unilatéralisme menace de s'attaquer au fondement même de notre système multilatéral. Nous constatons avec beaucoup de préoccupation que le monde maintenant est surarmé, dépense beaucoup moins pour le développement et adopte de plus en plus une attitude militarisée. Nous devons mettre fin à ces tendances qui n'ont rien de pacifique. Nous voulons une région exempte d'armes nucléaires, exempte d'armes, de trafic de drogue et de tensions géopolitiques. Notre sous-région a adopté la déclaration Océan de paix. C'est une déclaration qui est ancrée dans l'histoire et dans la culture collective du Pacifique. Il s'agit là de notre idéal collectif pour un continent du Pacifique bleu, résilient, pacifique et prospère. Nous voulons retrouver notre souveraineté. Nous appuyons le multilatéralisme et un ordre international basé sur les règles et ancré dans le droit international. Cette semaine, les îles Salomon
ont signé une déclaration sur la protection du personnel humanitaire en constatant que 380 personnels humanitaires ont payé de leur vie leur service l'année dernière. Il en est de notre responsabilité collective de respecter le droit international humanitaire, de protéger le personnel humanitaire et les civils et de demander des comptes pour tout ce qui se passe dans les zones de guerre et de catastrophe. Madame la Présidente, le changement climatique est un élément multiplicateur de crise qui modèle notre avenir. L'Organisation météorologique mondiale a déclaré que 2024 était l'année la plus chaude depuis qu'on a tenu un registre. Ceci nous éloigne fortement de notre objectif des 1,5 degrés Celsius convenu à Paris. Malgré le fait que nous avons une empreinte carbone minuscule, nous avons présenté des contributions déterminées au niveau national pour la 3e fois, très ambitieuses. Nous allons faire encore plus grâce à nos partenariats pour investir dans la reforestation, la préservation de nos forêts et les investissements dans les énergies renouvelables. Nous avons besoin d'une action climatique qui nous remet sur la voie des 1,5 degrés Celsius. Les grands émetteurs et ceux qui ont la responsabilité historique de ces émissions doivent être des chefs de file et réduire de façon tangible leurs émissions. Contrairement à ce que nous avons entendu il y a quelques jours, les preuves scientifiques concernant le changement climatique sont éloquentes. Notre peuple souffre du changement climatique. Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice a publié un avis consultatif jalon pour répondre à une requête de l'Assemblée générale des Nations Unies au titre de la résolution 77/276. La Cour s'est vue demander d'examiner 2 questions liées entre elles. Tout d'abord, les obligations des États au titre du droit international de protéger le système climatique des émissions de gaz à effet de serre toxiques, notamment le devoir que l'on a par rapport aux générations d'aujourd'hui et de demain pour respecter ce principe d'équité intergénérationnelle. Deuxièmement, les conséquences juridiques pour les États dont les actes ou le manque d'actes pourrait causer des préjudices graves au système climatique et à l'environnement. Ceci comprend les responsabilités que l'on doit à ceux qui ont été particulièrement touchés, comme les PEID, qui souffrent de la plus grande incidence du changement climatique, malgré le fait qu'ils ont contribué très faiblement à ces changements. Et je pense notamment aux peuples et aux individus, aux générations entières dont les droits fondamentaux sont menacés. Nous nous félicitons de cet avis consultatif historique de la CIJ et nous appuyons le processus en cours pour une résolution de suivi des Nations Unies. Madame la Présidente, la Cour a dit très clairement que ce sont les États qui ont des obligations contraignantes d'agir en matière de changement climatique. Il faut empêcher les dommages, il faut coopérer, protéger les droits des générations d'aujourd'hui et de demain. Ces devoirs comportent un élément juridique. Ce sont des devoirs moraux universels. Tous les États doivent rendre des comptes. Il faut mettre fin aux pratiques délétères. Il faut empêcher que cela se répète. Il faut réparer les dommages causés. Madame la Présidente, les îles de Salomon ont également abordé la question du déplacement à cause du changement climatique. Des communautés entières risquent de perdre leur foyer, leurs terres. La Cour a confirmé que le principe de non-refoulement s'applique ici. Ceci signifie qu'aucun État ne peut renvoyer des personnes dans des endroits où le changement climatique rendrait leur survie impossible. Il s'agit en effet là d'une confirmation puissante des droits à la vie, à l'alimentation, à l'eau, à la terre habitable. Ces droits doivent être protégés. Pour nous, les PEID, cette reconnaissance est quelque chose de crucial. Et ceci nous rappelle que les obligations climatiques sont erga omnes. On le doit au monde dans son entièreté.
et il faut le faire au nom d'une responsabilité collective pour un avenir partagé. Cet avis de la Cour nous rappelle également que meilleur ensemble, ce n'est pas simplement un slogan. Nous sommes liés par le droit et par le devoir. Nous devons agir. Cela rejette des interprétations étroites qui limitent les obligations par rapport à l'accord de Paris, réitérant au lieu de cela que tous les États doivent réduire leurs émissions au titre du droit relatif aux droits de l'homme, du droit de la mer, du droit coutumier international et d'autres traités. Il est clair que la cible de 1,5 degré Celsius, c'est quelque chose de juridiquement contraignant. Les grands émetteurs ne peuvent pas se défausser de leurs responsabilités, même ceux qui ne sont plus dans l'accord de Paris. Et ils doivent notamment agir et rendre des comptes en matière de production de carburants fossiles, de subsides, de consommation. Pour les PEID, cet avis amène un peu d'espoir et de reconnaissance. Cet avis réitère que même si les mers nous inondent, nos frontières existeront toujours en préservant notre souveraineté et nos droits. Madame la Présidente, cela va bien plus loin qu'un résultat juridique. C'est un appel à la communauté internationale. Ce n'est que meilleur ensemble que nous pouvons honorer cet engagement des 1,5 degrés Celsius, que nous pouvons protéger les plus vulnérables, que nous pouvons assurer un avenir plus durable et plus juste pour toutes les nations et pour tous les peuples. Les îles Salomon souhaiteraient saluer la direction exemplaire de Vanuatu, saluer les jeunes du Pacifique et leurs efforts inlassables qui ont été en première ligne de cette initiative. Leur voix, leur idéal ont exprimé le caractère urgent de notre cause sur la scène internationale, nous ont rappelé que la force de notre Pacifique, c'est précisément dans notre unité. Malgré notre petite taille, ces nations insulaires sont grandes au niveau de leur volonté d'agir. Nous sommes beaucoup plus lorsque nous sommes tous ensemble, les gouvernements, les communautés, les jeunes, pour concrétiser le thème de cette assemblée. Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. En tant que président du Forum Pacifique, je suis heureux d'annoncer la création d'un mécanisme de résilience du Pacifique, mu par les îles Pacifiques, une riposte menée par le Pacifique face aux incidences du changement climatique et aux catastrophes que cela représente pour nos populations. Notre objectif était de rassembler 500 millions de dollars à la fin de l'année 2026. Nous souhaiterions remercier les partenaires et les investisseurs qui ont formulé des promesses pour un montant de 166 millions de dollars. Mais nous avons besoin de plus de partenariats pour ce mécanisme. Pour ce qui est de la COP 31, les îles Salomon appuient la candidature de l'Australie. Ce sera une occasion en or pour le Pacifique de faire entendre sa voix et d'exiger une action climatique plus robuste. Madame la Présidente, en tant qu'État océanique immense, avec 98% de notre territoire couvert par l'océan, notre vie, la vie de nos peuples sont liées intimement à la santé et à la résilience de l'environnement marin. Nous sommes fiers d'être parmi les 60 pays qui ont ratifié l'accord BBNJ et nous attendons avec intérêt l'entrée en vigueur de cet accord au début de l'année prochaine. Certes, cet accord du BBNJ est un pas dans la bonne direction pour la gestion des océans du monde, mais cela doit être accompagné par un usage durable, robuste dans les zones au-delà des juridictions nationales. Lors de la 3e conférence des océans des Nations Unies, les îles Salomon ont lancé une initiative de protection des réserves de la Mélanésie. Cela rassemble les océans souverains sous la direction autochtone pour appuyer la résilience et la croissance économique durable en utilisant les connaissances traditionnelles et la recherche scientifique conformément aux normes internationales.
Nous encourageons également des initiatives de préservation de l'environnement basées sur les communautés. Nous avons fait de grands efforts pour la gestion des océans en alignant sur notre politique nationale au niveau des océans. Cette année, nous avons co-accueilli un sommet sur l'ODD 14.4 avec plusieurs partenaires. Nous avons organisé cette manifestation qui a rassemblé des dirigeants du Pacifique, des organisations de pêche, du secteur privé, des scientifiques et bien d'autres encore. Nous pensons qu'il faut ainsi renforcer les partenariats, notamment pour la pêche artisanale. Les conclusions ont été présentées lors de la 3e conférence des océans à Nice. Plus de la moitié des réserves de thon du monde se trouvent dans les eaux du Pacifique et plusieurs espèces sont maintenant tout à fait en bonne santé. Notre région est prête à coopérer avec la communauté internationale, à partager notre expérience dans la gestion des pêches pour rétablir des zones de pêche à un niveau durable en nous basant sur la science. Ceci prouve bien que lorsque nous agissons ensemble, nous agissons vraiment en tant que gestionnaires de l'océan. Nous sommes un archipel qui partage une frontière maritime avec 5 pays voisins. Au début de cette année, nous avons fait plusieurs présentations au niveau du plateau continental à la Commission sur les limites du plateau continental des Nations Unies. Nous l'avons fait notamment avec Fidji dans une présentation bilatérale concernant le plateau frontière de la Mélanésie, une présentation également avec Fidji et Vanuatu pour le bassin du Nord Fidji. Nous attendons avec intérêt une discussion constructive avec la Commission sur ces questions dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Les taux de pollution préoccupants dans l'océan mettent à mal la vie et la santé de l'océan. Nous avons interdit l'utilisation du plastique jetable en 2023, mais nous restons très préoccupés par le fait que les négociations sur les traités juridiquement contraignants sur la pollution plastique sont dans l'impasse. Nous avons un intérêt collectif à apporter la touche finale à ce traité et à protéger nos océans. Pour ce qui est des activités minières en haute mer, les îles Salomon ont adopté une approche de précaution et nous avons déclaré un moratoire. Madame la Présidente, 35% seulement des ODD sont en voie d'être atteints. Le pacte de l'avenir était notre engagement collectif par rapport au développement durable accéléré. Nous devons honorer cet engagement. La politique du gouvernement des îles Salomon pour atteindre les ODD et pour relever les défis de développement qui sont nôtres se base sur 4 piliers: l'unité et la stabilité, la transformation économique, le développement d'infrastructures de transformation et le développement du capital humain. Ces priorités sont appuyées par des réformes, par des investissements responsables, par une infrastructure résiliente par rapport au climat et par le développement des ressources humaines. Nous considérons comme prioritaire le secteur de la production pour être un moteur de la transformation économique, en nous concentrant stratégiquement sur l'agriculture, la pêche, le tourisme et les activités minières. Ceci est illustré dans notre budget national pour permettre une croissance mue par le secteur privé. Nous préparons également un reclassement de PMA en 2027. Nous renforçons les relations commerciales dans différents domaines et cela reste évidemment tout à fait essentiel. La pandémie de la Covid-19 a mis en exergue l'importance de la coopération mondiale dans le domaine de la santé, notamment le partage de la technologie médicale. À cet égard, nous nous félicitons de l'appui du traité de la pandémie adopté lors de la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé. Et nous attendons avec intérêt sa pleine mise en œuvre. Les maladies non transmissibles ont atteint des niveaux de crise dans notre région du Pacifique. Dans le cas des îles Salomon, 87% des décès sont liés à ce type de maladie. Elles représentent 84% des admissions hospitalières d'adultes dans notre pays et ceci représente un poids énorme sur notre système de santé. Nous avons beaucoup augmenté notre budget de santé pour rétablir les services de santé et gérer ce type de maladies et les maladies oubliées. Nous nous félicitons de l'organisation d'une réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles et sur la santé mentale.
Nous faisons face dans notre région du Pacifique à de grands problèmes en matière de santé mentale et à l'utilisation de drogue. Nous avons tenté d'intégrer ces deux problèmes dans notre système de soins de santé primaire, notamment, avec un appui en matière de formation des travailleurs médicaux, notamment, pour mieux gérer le bien-être de nos populations. Ma délégation se félicite de l'initiative ONU 80 du secrétaire général. Les Nations unies doivent évoluer par rapport aux nouvelles réalités, doivent répondre aux nouvelles circonstances des PEID et des PMA. Nous appuyons l'initiative de gouvernance mondiale de la Chine pour renforcer le multilatéralisme, pour maintenir l'égalité souveraine des États, pour respecter le droit international et pour placer le développement centré sur les personnes dans notre approche et dans nos agissements. Nous appuyons des efforts en cours pour élaborer un cadre de gouvernance privilégiant l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle pour le développement, lutter contre la désinformation, lutter contre les cyberattaques, protéger nos données et la vie privée. Ce sont des questions émergentes que nous ne pouvons ignorer. Nous réitérons, Madame la Présidente, qu'il est venu de voir ce qu'il en est de la présence pays des Nations Unies. Nous devons revoir cette architecture régionale. Nous restons sous-représentés au sein du personnel des Nations Unies. Nous demandons aux Nations Unies d'envisager d'organiser des examens de recrutement compétitifs dans les îles Salomon. La réforme du Conseil de sécurité. Nous voulons un conseil élargi qui illustre les réalités géopolitiques d'aujourd'hui. L'utilisation du veto par le Conseil continue de saper la paix, le droit international et s'attaque aux plus vulnérables. Ce veto doit être éliminé dans le cadre des réformes du Conseil. Nous espérons que les propositions vont se transformer en négociations basées sur un texte sous votre présidence. Pour la première fois en 46 ans, nous sommes candidats à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2032-2033. Nous avons déjà manifesté notre intérêt il y a 11 ans. Je remercie les pays qui ont réitéré leur appui à notre candidature au fil des ans. Nous sommes un pays qui aime la paix et nous voulons donc contribuer aux missions de maintien de la paix des Nations Unies cette année. Mesdames et messieurs, nous devons faire beaucoup plus pour la paix. Nous devons protéger les civils, notamment les femmes et les enfants. Nous devons demander des comptes à ceux qui occupent les postes nécessaires. L'inaction est terrible. À Gaza, par exemple. À Gaza, où plus de 60 000 vies ont été perdues. Nous condamnons l'attaque du Hamas contre Israël. Nous déplorons les vies perdues. Nous demandons la libération de tous les otages restants et un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est essentiel pour la stabilité régionale et pour la paix mondiale. Nous réitérons notre appui sans faille à la solution pacifique et permanente au conflit entre Israël et Palestine. Nous attendons à l'avenir 2 États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte dans la paix, selon les frontières établies par le droit international, les résolutions des Nations Unies et la Charte des Nations Unies. Cela donnerait une chance à la paix, cela mettrait fin à l'un des conflits les plus meurtriers du monde, marqué par les déplacements, les occupations et des vies perdues de façon insensée. Nous réitérons notre engagement par rapport à l'élimination complète des armes nucléaires. Nous commémorons les 40 ans depuis l'adoption du traité du Pacifique Sud, exemple d'armes nucléaires. Le Pacifique a été utilisé pour expérimenter des armes, stocker des déchets nucléaires et cela a été considéré comme une véritable décharge nucléaire. Nous voyons ici les conséquences de l'incidence nucléaire. Nous resterons parmi ceux qui mènent un plaidoyer pour un monde exempt d'armes nucléaires. Les restes des dispositifs de guerre restent une menace pour nos communautés. Cela est un obstacle au développement. Nous souhaiterions remercier les États-Unis, le Japon, l'Australie qui nous ont aidés en la matière pour démolir ces restes d'armes. C'est une
une réalité bien cruelle qu'une guerre que nous n'avons jamais choisie, eh bien, nous continuons d'en subir les conséquences. Il faut que ceux qui sont responsables de cela fassent leur devoir et nous aident à guérir les blessures qu'ils ont laissées. Ce n'est que meilleur ensemble que nous pourrons construire un monde meilleur pour tout le monde. Nous continuons de chérir les partenariats que nous avons avec de nombreux pays et institutions au nom du développement. Ces partenariats se sont avérés cruciaux durant 47 ans déjà. Nous remercions sincèrement l'Australie pour son partenariat de longue date, pour son appui aux îles Salomon en matière de développement notamment, les projets d'infrastructure de la Chine en matière de santé, de transport, de communication sont des éléments habilitants pour la croissance économique. Ils transforment les vies. Nous remercions le gouvernement et la population de la République populaire de Chine pour ces partenariats en pleine croissance. Nous réitérons et réaffirmons notre respect pour le principe de une seule Chine. Nous remercions la Nouvelle-Zélande qui appuie également la mise à niveau de différents aéroports dans notre pays, appuie le secteur de la pêche par exemple. Le Japon nous aide à moderniser notre infrastructure économique, les hôpitaux notamment. Nous nous en félicitons. Nous reconnaissons également l'appui apporté par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Union européenne et l'Inde. Nous nous félicitons également de tout l'appui reçu grâce à des partenariats avec le système des Nations Unies, les banques de développement multilatérales, la Banque mondiale, le FMI. Nous espérons pouvoir forger de nouveaux partenariats, notamment avec le Fonds pour le développement international, l'OPEP, et la Banque d'investissement de l'infrastructure asiatique. Dans la même veine, nous avons été appuyés par le secteur privé, par des entreprises, par des ONG. Nous sommes très reconnaissants de ces partenariats et de cet engagement. Nous réitérons le droit à l'autodétermination consacré par la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, je souhaiterais terminer mes propos en disant que nous nous réunissons chaque année dans cette auguste salle. Nous venons porteurs d'espoir et de rêves de notre population pour forger un avenir meilleur pour tous, où la paix, le développement, la dignité deviendraient réalité. C'est avec ce sens des responsabilités que nous répondons à cet appel avec sincérité, avec un sentiment d'urgence. Pour les PEID, un système multilatéral robuste n'est pas un idéal, c'est une nécessité absolue. Faire en sorte que chaque nation puisse faire entendre sa voix, que le pouvoir ne puisse pas faire taire les principes, que la coopération puisse guider les affaires mondiales et pas les mesures coercitives. Les Nations Unies doivent être réformées, doivent rester pertinentes, mais doivent rester une pierre angulaire de notre système multilatéral avec l'humanité en son cœur. Nous commémorons nos 80 ans. Nous devons aussi reconnaître que cette année 2025 marque la fin du premier quart de ce 21e siècle. C'est un moment jalon que nous devons commémorer. C'est un moment pour réfléchir à la voie que nous avons choisie. Nous devons regarder vers l'avenir et nous devons modeler l'avenir mieux ensemble. De 2000 à 2025, le monde a fait face à des moments décisifs dans ce voyage partagé. Nous avons vécu le terrorisme mondial, la crise financière qui a ébranlé les économies, une pandémie qui a mis à mal notre résilience, l'incidence accélérée du changement climatique. Et pourtant, nous avons aussi réalisé de grandes choses. Je pense à l'adoption des ODD, de grands projets en matière technologique, le renforcement de l'institution de la famille. Tout cela nous rappelle que les progrès de l'humanité et sa survie dépendent de notre capacité à agir mieux ensemble. Cette année nous permet de commémorer un moment de réflexion. C'est aussi un moment pour réfléchir à notre responsabilité partagée, ce que nous faisons aujourd'hui pour assurer la paix, pour assurer le développement durable, pour respecter les droits de l'homme. Cela va également orienter l'avenir des 25 années à venir. Les choix d'aujourd'hui vont définir ce que nous serons plus tard, divisés ou unis dans l'espoir.
Alors, en 2050, que vont dire les dirigeants ici rassemblés dans ce hall de l'Assemblée générale? Que nous leur avons-nous laissé? Est-ce que nous voulons vraiment agir mieux ensemble, assurer que nos enfants aient un avenir plus durable, plus juste, plus pacifique? Mesdames et messieurs, je vous remercie. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre des îles Solomon